Philippe Torres dirige depuis maintenant 2007 le département d'études et conseils de l'Atelier, qui est une filiale de BNP Paribas. Absolument. Et je vais sans plus attendre vous donner la parole, puisque comme on est un petit peu en retard, vous allez montrer que vous savez aller vite, vous savez aller à l'essentiel, ce dont je vous remercie. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. C'est un plaisir de venir vous présenter les conclusions de notre étude pour le Forum d'Avignon, et que nous avons réalisé d'ailleurs avec l'aide de toute l'équipe du Forum d'Avignon et ses partenaires que j'en profite pour saluer amicalement. Voilà 10 ans maintenant que nous vivons au XXIe siècle. Comment les technologies numériques ont-elles, durant cette décennie, influencé la façon dont nous accédons à la culture? Hein? Comme ça, c'est par ici. Merci. Pour répondre à cette question, ensemble, j'aimerais vous soumettre un modèle. C'est un modèle théorique, mais nous l'avons élaboré à partir des exemples qui nous entourent et qui sont observables à profusion depuis plusieurs décennies. Ce modèle, nous avons convenu de l'appeler le mouvement perpétuel de dématérialisation et de rematérialisation des objets qui donnent accès à la culture. Alors, dans les années 90, à la fin des années 90, nous avons réécrit le CD et le Discman sous la forme de composants numériques utilisables par un ordinateur. C'est ce que nous appelons le principe de la dématérialisation. Ce faisant, nous avons créé des nouveaux services. Éventuellement, ces nouveaux services ont été adoptés par des nouveaux utilisateurs. Ça a commencé de changer la façon dont on accède à la culture. Au début des années 2000, nous avons réinventé le lecteur de musique sous la forme d'un objet suffisamment bien conçu pour hériter de la magie des applications qu'on avait créées sur l'ordinateur. C'est ce que nous appelons la rematérialisation. La bonne nouvelle, c'est que dans les années 90, c'était les informaticiens qui réécrivaient le monde. À partir des années 2000, ce sont d'autres personnes qui participent à la réécriture du monde, notamment des designers. Ce mouvement de dématérialisation et de rematérialisation s'enchaîne au cours du temps. Par exemple, en 2007, regardez, c'est assez amusant, en 2007, Apple dématérialise son propre iPod sous forme d'une petite application en orange qui est embarquée sur l'iPhone. Et 3 ans plus tard, en 2010, que fait Apple? Il rematérialise à nouveau l'iPod, cette fois-ci en le faisant hériter du meilleur de la technologie de l'iPhone et du meilleur des services qui avaient été créés et qui ont été éprouvés sur la plateforme iPhone. À chaque cycle de dématérialisation et de rematérialisation, nous créons des nouveaux services et lorsqu'ils sont adoptés par le grand public, ce sont ces services qui modifient, selon nous, la façon dont nous accédons à la culture. Quelques chiffres rapidement pour mesurer l'ampleur des changements induits par ce mécanisme. Tendance lourde, depuis le début du XXIe siècle, le nombre d'ordinateurs personnels dans le monde, en moyenne, et ce sont des ordres de grandeur, est passé de l'équivalent de 8% à 19% de la population mondiale. Autre tendance lourde, sur la même période, la télévision numérique, qui était déjà une tendance lourde en l'an 2000, équipe désormais 45% des foyers qui ont la télévision dans le monde. Donc vous voyez, ce sont des tendances lourdes, malgré tout des tendances lourdes qui durent sur plus d'une décennie. Donc ce sont aussi des tendances lourdes qui peuvent durer pendant plusieurs décennies éventuellement. Un signal faible, c'est la télévision connectée à Internet. Pour nous, c'est un signal faible, parce que pour l'instant, on ne sait pas mesurer exactement en volume ce que ça représente. Par contre, il nous semble que compte tenu du succès de l'Internet dans le monde, la télévision connectée à Internet devrait très vite devenir une des tendances lourdes des années qui arrivent. Autre tendance lourde, les services mobiles. Selon nous, les services mobiles sont en train d'étendre les usages de l'Internet à l'ensemble des situations de la vie courante et donc potentiellement à l'ensemble des cas d'accès à la culture. Vous savez probablement, mais on peut déjà utiliser une application mobile sur un smartphone pour pour avoir une application qui nous aide à visiter un musée, par exemple, soit avec de la réalité augmentée, soit avec de la géolocalisation.
une des dernières tendances qui arrive, c'est celle des systèmes de lecture grand public. 7 millions de systèmes désormais dans le monde, et pour les deux marchés leaders que sont les États-Unis et le Japon, des ventes en valeur qui atteignent un peu plus de 1% du chiffre de l'édition. Dernière tendance, qui est une tendance qui est un signal faible selon nous, c'est qu'on en parle du papier journal électronique, mais c'est de la R&D, c'est de la recherche, donc probablement pas avant quelques années. On imagine mal comment dans 10 ans, ce nouvel objet pourrait transformer dramatiquement la façon dont on lit le journal. Alors, en 2010, selon nous, une vision industrielle se dessine. Et on voit clairement émerger cette vision industrielle de la façon suivante. C'est la combinaison d'un objet high-tech, ce qu'on appelle un couple entre l'objet high-tech et des services en ligne qui permettent à cet objet d'apporter de la valeur à l'utilisateur. Les succès répétés d'Apple depuis plusieurs années maintenant semblent avoir indiqué la direction à un ensemble d'acteurs industriels qui lui emboîtent le pas et qui déploient ce modèle à l'échelle industrielle et mondiale pour l'ensemble des médias. L'ensemble des médias, on l'a dit, ce sont les systèmes de lecture, ce sont la vidéo, la musique, ce sont les applications mobiles en général, ce sont les jeux, et depuis peu, c'est la télévision connectée à Internet. Ce modèle s'applique exactement le même, s'applique également aux usages familiaux. Au XXIe siècle, depuis 10 ans, il est amusant de constater que pour l'instant, l'ordinateur n'a pas encore délogé le téléviseur au cœur des foyers. Je dirais au contraire, c'est le téléviseur aujourd'hui qui va probablement donner au grand public l'accès à Internet. Le téléviseur et peut-être aussi les consoles de jeux de salon. Et en passant, on remarque aujourd'hui que le jeu, tel qu'il est proposé par les grands acteurs de cette industrie, le jeu ressemble de plus en plus à un média, ici à un bouquet de chaînes. Il a exactement le même positionnement que la télévision connectée à Internet. Et comme cette télévision, il essaie d'exploiter les services Internet, notamment les services comme Facebook, qui, soit dit en passant, sont eux-mêmes déjà des plateformes qui permettent d'accéder à des contenus et à des services culturels. Donc, selon nous, ce modèle qui est en train de se généraliser, qui est en train de devenir un modèle industriel, ce n'est pas uniquement quelque chose qui permet d'accéder à des contenus numériques. C'est quelque chose qui permet d'accéder dorénavant à l'ensemble des contenus et des services de la culture. Vous le savez comme moi, Amazon, c'est d'abord une plateforme qui permet d'accéder à des livres en papier. Et s'il ne fallait citer qu'un seul comportement disruptif, je dirais que dans les 10 ans, c'est probablement l'usage des moteurs de recherche qui fera partie des habitudes les plus populaires pour accéder à l'ensemble des contenus et des services offerts par la culture. À titre de vision prospective, il nous semble que compte tenu des changements qui sont à l'œuvre et compte tenu du positionnement des acteurs qui sont sur ce modèle, on va aller dans les 10 ans qui viennent vers une standardisation, autrement dit, un peu une banalisation de ce modèle qui pourrait devenir un des nouveaux modèles standards et industriels d'accès à la culture. Parallèlement à ce développement, on entrevoit aussi l'extension de ce modèle, pas seulement à des terminaux, comme les terminaux mobiles qu'on vient de voir, mais à l'ensemble des objets qui occupent notre quotidien. C'est déjà possible aujourd'hui et on entrevoit que dans les années qui viennent, ce modèle industriel pourrait se déployer et s'étendre à l'ensemble des objets qui font partie de notre quotidien. Alors, ces changements, tels qu'on les entrevoit, ces tendances lourdes, elles ne vont pas se développer sans poser de sérieux défis à la société. Les problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui le monde des médias et la culture, en termes de concurrence exacerbée par l'innovation, vont continuer de se poser dans les années qui viennent. La question, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, est comment se positionne-t-on, comment peut-on se positionner face à ces problèmes? Il nous semble
incontournable désormais d'intégrer la culture des réseaux dans nos cultures professionnelles. Pourquoi? Mais parce qu'elle est déjà intégrée en grande partie dans la culture du grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 2 milliards de personnes qui accèdent à Internet, 1 milliard en ordre de grandeur accèdent déjà à des médias sociaux. Donc c'est simplement quelque chose d'incontournable pour nous. Ensuite, il nous semble important de savoir utiliser Internet pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un grand laboratoire mondial en temps réel pour tester nos idées, nos applications, nos services. Bien sûr, Internet, c'est aussi le support du e-commerce, mais c'est avant tout, pour ceux qui savent bien l'utiliser, ce grand laboratoire qui leur permet réellement d'innover avec leur public, avec leurs cibles. Enfin, troisième proposition, c'est de savoir davantage utiliser les talents des artistes et notamment des designers pour savoir créer à l'avenir ces couples d'objets et de plateformes de services qui vont permettre aux acteurs de la culture de défendre leur vision de la culture. Si nous ne savons pas créer ces couples-là, nous ne serons tout simplement pas dans le paysage qui est en train de se créer. Un autre défi que nous aurons à affronter dans les 10 ans qui viennent, c'est celui de la complexité croissante du monde. Pour les scientifiques, un système complexe, c'est un système dans lequel au moins 3 éléments interagissent simultanément et mutuellement. Aujourd'hui, un réseau comme Facebook représente déjà plusieurs centaines de millions de personnes qui interagissent potentiellement les unes avec les autres. Autrement dit, les effets des interactions de ces réseaux aujourd'hui ne peuvent pas être appréhendés avec nos outils actuels, ni théoriques, ni pratiques. Je parle de nos outils scientifiques. Comment allons-nous gérer cette complexité? Il se trouve encore une fois que ce sont probablement les artistes qui font partie des esprits les mieux armés pour nous aider à relever ce défi. Tout simplement parce qu'ils s'approprient spontanément l'innovation technologique, à la fois comme nouvel instrument de création et à la fois comme nouveau sujet d'expression. Et ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'effectivement, les artistes s'associent aux scientifiques pour tenter d'exprimer, pour tenter de représenter la complexité du monde. Il y a donc là clairement une opportunité de créer des filières professionnelles où les artistes pourront s'insérer, par exemple, dans la recherche scientifique, mais aussi dans la production industrielle, dans la production, dans l'innovation de services, et probablement aussi dans la pédagogie. Pour terminer, bien que les notions basiques d'équipement, on en parlait tout à l'heure, sont loin d'être résolues dans les pays les plus riches, on commence à voir des initiatives qu'on peut qualifier de disruptives dans les pays émergents ou dans les pays les plus pauvres, tels que le modèle de l'association One Laptop per Child, qui privilégie un enseignement fondé sur la créativité, sur l'adaptabilité et sur le sens artistique des enfants. Toute capacité, toute compétence qui leur seront probablement très utiles dans l'avenir pour justement relever les défis dont nous parlons. À titre de conclusion, et pour répondre à la question posée par le Festival d'Avignon cette année, il me semble que les technologies numériques peuvent favoriser l'accès à la culture pour tous et pour chacun, et probablement même l'accès à toutes les cultures. Pour tous, parce que leurs usages, on l'a vu, vont se propager dans les années qui viennent au grand public, notamment via la télévision connectée. Pour chacun, parce que leurs usages vont s'étendre aussi à toutes les situations d'accès à la culture, notamment via les services mobiles, et ce, de manière personnalisée. Mais ce processus ne sera pas terminé dans 10 ans. Les chiffres qu'on a vus nous l'ont démontré. Les tendances lourdes qu'on a vues sont des tendances lourdes qui dépassent l'échelle de la décennie. Les moyennes mondiales que je vous ai montrées en termes d'équipement et d'accès, bien sûr, elles vont continuer de progresser de manière soutenue, mais de fortes disparités persisteront aussi entre régions du monde ou entre catégories socio-économiques. Donc si, comme nous venons de le voir à l'instant, les technologies numériques permettent effectivement et littéralement de réécrire le monde, il incombe à chacune et chacun d'entre nous de contribuer à cette réécriture et de défendre ainsi sa culture ou sa vision de la culture.
Voilà, il me reste à vous remercier et à remercier. Non, c'est nous qui vous remercions. Hein. Merci beaucoup.